Bonjour à tous, Fabrice Neslani, chef du service de toxicologie à l'Institut Pasteur de Lille, expert toxicologue notamment dans les agences sanitaires françaises et actuellement le président de la Société française de toxicologie. Alors je remercie les organisateurs et organisatrices de la SFSE et du pôle pollution santé et longévité des Hauts-de-France pour leur invitation et pour l'énorme travail qu'ils ont effectué pour maintenir le congrès 2020 de Lille dans les conditions difficiles qu'on connaît. Alors, on sait que l'homme est exposé tout au long de sa vie à une grande diversité de polluants environnementaux provenant de différentes sources qui peuvent avoir des effets néfastes. Alors, de façon très standard, l'estimation de la toxicité de mélange est essentiellement basée sur l'évaluation de l'innocuité de chaque composant pris individuellement. Or, on sait que des combinaisons de facteurs de stress pourraient amplifier les effets individuels et au final réduire les doses nécessaires pour induire des dommages biologiques. Le constat est donc qu'a priori, il est nécessaire de prendre en compte les effets combinés. Alors le premier défi est la sélection des mélanges pertinents. Alors on peut définir des mélanges soit à partir des données toxicologiques, en rapprochant des substances par famille, par exemple les dioxines et les PCB dioxine-like, les triazoles, les organophosphorés et autres, ou en regroupant des substances ayant en commun soit un organe cible, des effets spécifiques, un mode ou un mécanisme d'action. Et dans ces cas-là, on utilise par exemple les CAG de l'EFSA. Les CAG, c'est les groupes d'évaluation cumulative. Les CMG de l'USEPA, c'est les groupes ayant un mécanisme commun, par exemple les organophosphorés, qui ont en commun l'inhibition de l'acétylcholinestérase comme mécanisme d'action toxique. Et bien évidemment, les consommateurs, les individus en général, sont exposés à des substances provenant de différents silos réglementaires. Il est donc pertinent, a priori, de prendre en compte la réelle exposition des ou de la population cible. On peut effectivement définir des mélanges à partir des données d'exposition. Dans ce cas-là, on définit d'abord des régimes ou des profils alimentaires, ce qui permet ensuite de classer les individus dans différents groupes selon leur profil d'exposition et de consommation. Puis ensuite, on extrait les mélanges en étudiant leurs occurrences pour les différents profils de consommation. En termes d'évaluation des risques, deux types d'approches ont été développées. La première est l'approche mélange entier. Donc dans ces cas-là, le mélange est évalué comme une entité unique. Mais cela implique d'avoir des informations sur la relation des effets de ce mélange entier. Ce type d'information n'est généralement pas disponible, sauf dans quelques rares cas. La seconde approche est l'approche dite par composant. Elle s'appuie sur les informations disponibles sur l'exposition ou sur les données de danger individuelles de chaque composant. Elle peut théoriquement être réalisée en considérant l'addition de doses, l'addition d'effets ou des interactions, sachant que l'addition de doses est l'hypothèse conservatrice par défaut. Cette approche par composant a permis de définir plusieurs paramètres de mesure pour évaluer les risques liés au mélange, tels que le HI, le Hazard Index, indice de danger, le RPI, indice de point de référence, le RPF, facteur de puissance relative, etc. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail ici. Revenons sur la génotoxicité de mélange, avec comme premier exemple que je vais vous présenter, qui porte sur des mélanges de pesticides. En effet, parmi les contaminants emblématiques, on retrouve les pesticides qui représentent une source majeure de contamination environnementale de différentes composantes environnementales, l'air, le sol, l'eau, etc. et l'alimentation, bien évidemment. Alors, si des études ont permis de mettre en évidence des relations entre l'exposition à des pesticides et la survenue de certaines pathologies, leurs résultats sont à nuancer en raison de nombreuses limites, liées notamment à la difficulté d'évaluer l'exposition d'un individu tout au long de sa vie, d'identifier précisément les molécules potentiellement impliquées et la difficulté d'estimer les multi-expositions. L'évaluation de la toxicité de mélange de substances actives associées à une meilleure connaissance de leurs interactions doit également être abordée afin de mieux estimer les risques d'une multi-exposition chronique. Alors en 2010, l'EFSA a reconnu effectivement que des résidus de pesticides étaient détectés dans près de 50% des échantillons alimentaires analysés dans toute l'Union européenne en 2008. Des résidus d'au moins 2 pesticides ont été retrouvés dans environ un quart des échantillons analysés, dont un tiers contenait plus de 4 résidus de pesticides.
Donc il est clair que les consommateurs sont exposés à des mélanges complexes de pesticides susceptibles de présenter un risque pour la santé. Comme on l'a dit précédemment, jusqu'alors, des évaluations de risque de mélange ont été réalisées, mais ont porté sur des substances soit appartenant à la même famille chimique ou partageant des mêmes modes ou mécanismes d'action. Les résultats de ces études peuvent être discutables pour l'évaluation des risques pour la santé, car elles peuvent ne pas refléter les mélanges de pesticides auxquels le consommateur est réellement susceptible d'être exposé. D'où la genèse du projet Périclès, dont les objectifs étaient d'identifier les cocktails, les mélanges de pesticides auxquels les consommateurs ont le plus de risques d'être exposés en partant de l'exposition réelle. Puis, dans un deuxième temps, de produire des données de toxicité in vitro sur les mélanges qui ont été définis. Ils ont été définis à partir de la deuxième enquête de consommation nationale française, un K2. L'exposition alimentaire de 3337 individus, des adultes, des enfants, a été évaluée pour les 79 résidus de pesticides retenus dans l'étude. Il a d'abord été proposé, comme on l'a vu tout à l'heure, de catégoriser les individus en groupes présentant des caractéristiques similaires de coexposition à l'aide d'un modèle statistique. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire les publications d'Amélie Crépé sur ce point-là. Puis ensuite, à partir des corrélations entre les expositions aux 79 pesticides dans les groupes qui ont été constitués, 2 groupes d'enfants et 3 groupes d'adultes, les plus exposés, 25 pesticides ont été retenus avec une corrélation supérieure à 0,7. Alors c'est un peu complexe. Donc voici une figure qui illustre un peu ce propos. Donc ici, on voit que la modélisation montre des niveaux de corrélation entre les expositions aux pesticides sélectionnés pour un groupe d'enfants, le groupe numéro 2. On voit que la plupart des enfants de ce groupe mis en commun, donc dans ce groupe numéro 2, sont simultanément exposés au chlorphane-20-phos, à l'éthion et au lignéron, qui sont combinés dans un seul mélange. Ce sera le mélange 2, on verra plus tard. Au final, selon cette procédure, ce sont 7 mélanges composés de 6 à 2 pesticides qui ont été définis. Si on revient à l'étude de génotoxicité, donc l'objectif effectivement était d'étudier si les mélanges sont potentiellement génotoxiques ou pas, et dans l'affirmative, s'il existe un effet combiné. Donc, la génotoxicité a été étudiée à l'aide d'un test, le test dit de gamma H2X, on va regarder un petit peu ce à quoi il correspond, sur 4 lignées cellulaires, rénales, neuronales, intestinales et hépatiques humaines. Alors, qu'est-ce que gamma H2X? Pour rappel, il a été découvert en 1998 par Rogaku, après irradiation ionisante, soit de glioblastomes humains, soit d'hépatocytes de souris. Les auteurs ont observé que cette irradiation provoquait l'apparition d'un nouveau variant protéique de l'histone H2X. Au niveau moléculaire, en fait, il correspond à la mise en évidence de cassures double brin de l'ADN, puisque une cassure double brin va provoquer la phosphorylation de H2X au niveau de la sérine 139 sur environ 2 à 40 mégabases autour de la lésion, ce qui va impliquer au final 100 à 1000 protéines H2X. Cet événement a été démontré, comme on l'a vu, sur des irradiations ionisantes, mais également suite à des expositions à des espèces radicalaires et à un nombre de produits chimiques. Alors, voici les résultats obtenus. Sur cette première figure, on voit l'absence d'induction de gamma H2X sur des cellules d'adénocarcinome rénal humain après 24 heures de traitement avec les mélanges de pesticides. La même observation a été faite sur les cellules de neuroblastome et des cellules d'adénocarcinome colorectal humain. En revanche, sur les cellules hépatiques, les cellules HBG2, on observe une augmentation statistiquement significative de gamma H2X pour le mélange numéro 4. Celui-ci est constitué de 5 substances actives. Donc précisément, la réponse gamma H2X a ensuite été comparée entre le mélange et les 5 substances actives testées isolément vis-à-vis des cellules HBG2. Voici les résultats. On voit clairement que seules 2 substances actives, le fluoxétile et le cyprodinyl, ont induit gamma H2X à des concentrations assez élevées de 2 et 6 micromoles respectivement. Il faut bien noter sur ces figures que la concentration de 0,6 micromolaire est clairement négative. Une analyse plus détaillée montre que le fluoxétile induit gamma H2X à partir de 4 micromolaires. Pourtant,
ce qui est intéressant de noter, c'est que le mélange 4, dans sa globalité, a un effet génotoxique à partir de 3 micromolaires, c'est-à-dire 0,6 micromoles de chaque composant. Or, à ce niveau de dose, chaque substance active est négative, ce qui suggère donc un effet génotoxique combiné du mélange. Donc, en conclusion de cette première étude, à partir de 3 et 10 micromoles, le mélange 4 induit des effets génotoxiques. Pourtant, à ce niveau, le fluoxonil ou d'autres équivalents à 2 micromolaires n'est pas génotoxique. Donc, ces résultats ne peuvent pas être expliqués simplement par des effets additifs et suggèrent qu'un ou plusieurs pesticides présents dans le mélange 4 peuvent potentialiser l'action génotoxique. Clairement, les deux pesticides sont capables d'induire des dommages à l'ADN et ont un effet combiné. Bien évidemment, ces résultats nécessiteraient d'être confirmés dans des essais in vivo. Alors en réalité, on n'est pas exposé qu'à des pesticides. Par l'alimentation, nous sommes exposés à des pesticides et à bien nombre d'autres substances, de contaminants organiques, inorganiques, de toxines, etc., qui pourraient avoir des effets combinés. Donc, de la même façon, à partir des 6 principaux profils de consommation, extraits de 1K2, et en étudiant l'occurrence des contaminants dans les différents profils, issus des données de AT2, 6 mélanges de contaminants ont été extraits. Par exemple, le mélange 1, ici, est composé de 14 contaminants, dont des éléments traces métalliques, le bisphénol A, des mycotoxines, des HAP. Ce mélange a été considéré comme pertinent car il concerne les consommateurs ayant un régime alimentaire dit simple, qui représente 18% de la population. Une nouvelle fois, c'est le test gamma H2X qui a été réalisé sur des cellules hépatiques et intestinales. Et on voit ici, sur 49 contaminants testés individuellement, une réponse génotoxique significative a été observée pour 15 d'entre eux sur les cellules objet 2 et 12 d'entre eux sur les cellules intestinales. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les LOEC, qu'on peut définir comme les plus faibles concentrations génotoxiques, ont été déterminées. On va voir que c'est important pour la suite. Il est important aussi de noter que d'après les concentrations testées dans les mélanges et les LOEC de chaque substance, théoriquement, aucun mélange ne devrait causer de dommages à l'ADN. Et pourtant, les mélanges 1 et 3, ici présents sur les figures, ont induit une augmentation significative de gamma HDX après 24 heures de traitement à des concentrations pour lesquelles les composés individuels n'ont pas induit de dommages. Cela suggère une nouvelle fois que des interactions additives entre les substances existent. En effet, l'induction de dommages à l'ADN n'était prévue pour aucun composé individuellement aux concentrations présentes dans le mélange, avec des concentrations 5 ou 15 fois plus faibles que la LOEC. Des conclusions similaires ont été tirées pour les mélanges 1 et 3 en fait. Ces résultats observés suggèrent qu'un ou plusieurs composés peuvent bien interagir avec les autres, passant d'un effet additif à un effet synergique ou de potentialisation. Ce qui est intéressant de noter dans ces études, c'est que, afin d'identifier là où les substances à l'origine de la génotoxicité des mélanges 1 et 3, une première étape a consisté à comparer le mélange entier et deux phases, la phase aqueuse et la phase organique. La phase aqueuse, selon la solubilité des substances, comprend plutôt les éléments de traces métalliques, alors que la phase organique, donc la phase DMSO, intègre plutôt les pesticides, les HAP et les mycotoxines. Les résultats du test gamma H2AX indiquent que seules les phases aqueuses des deux mélanges, correspondant donc à des mélanges de métaux lourds, ont produit des effets. Les phases DMSO sont clairement négatives. Une deuxième étape a consisté à tester les mélanges d'éléments traces métalliques en éliminant à chaque fois l'un d'entre eux de la phase aqueuse. Et les résultats montrent que l'arsenic, le cadmium et le tellure pourraient être responsables de la majeure partie des dommages à l'ADN induits par les mélanges. Donc des essais, cette fois-ci sur des mélanges binaires d'éléments traces métalliques, confirment que l'arsenic, le cadmium et le tellure sont responsables de la majorité des dommages à l'ADN induits par les mélanges. Comme on peut le voir sur cette figure. Alors, une analyse mécanistique a également été effectuée, donc ça c'est très intéressant, et elle démontre que l'induction de lésions oxydatives de l'ADN a lieu en fait. Alors,
Cette corrélation entre potentialisation des effets génotoxiques et présence de métal a déjà été observée dans la littérature dans un contexte santé-travail dans les années 2000. C'est des travaux qui sont issus de notre laboratoire, c'est comme ça, dans les années 2000. Donc c'est Sébastien Gary, qui était étudiant alors chez Daniel Marzin, qui avait en fait, suite à des observations lors d'études épidémiologiques, qui avait fait l'hypothèse que la coexposition entre oxyde de fer et HAP était un facteur étiologique potentiellement impliqué dans la mortalité excessive par cancer du poumon chez les mineurs. Donc à partir de ce moment-là, des études expérimentales chez le rongeur avaient été réalisées pour étudier le rôle des particules de fer sur la pathogénèse pulmonaire induite par le benzoapyrène. Donc le test des comètes avait été réalisé pour mesurer la fragmentation de l'ADN dans 4 compartiments cellulaires chez des rats traités par voie endotrachéale, soit à une dose unique de l'hématite, donc l'oxyde de fer qui avait été choisi, du benzoapyrène seul ou du mélange benzoapyrène déposé sur des particules d'hématite. Alors, juste, je reviens un peu en arrière. Donc, le test UDS avait également été réalisé. On verra un peu plus tard. Donc, voici les résultats. Au cours du test des comètes, quel que soit l'organe étudié, aucune induction de la fragmentation de l'ADN n'avait été observée pour l'oxyde de fer seul, alors qu'on a bien des augmentations chez les rats traités au benzoapyrène seul, et surtout, l'effet génotoxique du benzoapyrène en association avec l'hématite a bien été potentialisé, comme on peut le voir sur ces figures, dans le test des comètes. La même observation avait été faite au cours du test UDS, donc de synthèse non programmée de l'ADN. Et une nouvelle fois, donc, un mode d'action génotoxique via l'oxydation avait été évoqué. Alors, quelle conclusion plus générale sur ces études? L'avantage principal des études in vitro qu'on a présentées est la production de données sur les mélanges qui ont été définis. Ces études vont jusqu'à identifier les coupables. Ça, c'est très intéressant. Et on a même une détermination d'un mode d'action qui a été réalisé. Mais ce type d'études interroge également, d'une part, parce que les essais ont été réalisés exclusivement in vitro. C'est un début, mais on n'a que des données in vitro. Le problème, c'est que des effets ont souvent été observés uniquement sur un type cellulaire. On a vu sur FG2, pas sur les autres. Ce qui est plus gênant, à mon sens, c'est l'absence de référence à ce qui est déjà connu pour la substance active, pour les substances actives isolées. En effet, il est sûr et certain que dans les dossiers réglementaires des phytosanitaires, et dans la littérature également, il y a nécessairement des résultats d'essais standards in vitro. Et la probabilité que des alertes in vitro aient été observées dans les tests standards in vitro, puis ces résultats positifs ont été dédouanés dans des essais in vivo, cette probabilité existe. Cela pose du coup la question du poids d'un test d'altération primaire de l'ADN in vitro et de sa transposition in vivo, bien évidemment. Donc, de façon un peu provocatrice, on peut même se poser la question de la pertinence de la recherche d'une éventuelle synergie en génotoxicité. Certains mélanges sont connus pour générer des produits de réaction génotoxiques, par exemple des mélanges générateurs de formol, des mélanges générateurs de peroxyde d'oxygène, etc. Et comme nous l'avons vu, comme nous l'avons démontré avec d'anciennes études, le mélange de substances potentiellement oxydantes avec des métaux, en particulier des métaux de transition, va potentialiser la génération d'espèces radicalaires et donc augmenter la réponse génotoxique. En raison de la complexité et de la multiplicité des mélanges, ainsi que diverses voies d'exposition possibles, le risque associé est difficile à caractériser, ce qui pose la question de la pertinence des mélanges définis. Selon les estimations, l'exposome pourrait représenter plus de 100 000 substances. Donc, aussi pertinente soit-elle, la définition des mélanges de substances d'intérêt dépend de nombre de paramètres variables en fonction des populations ciblées, du contexte d'exposition, etc. On peut considérer que c'est un peu rechercher une aiguille dans une meule de foin. Il sera d'autant plus difficile de prendre en compte les expositions multisources, donc les effets combinés de produits chimiques et non chimiques. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'une même substance peut présenter des potentiels génotoxiques, mais également reprotoxiques, ou hématotoxiques, ou immunotoxiques, etc. Ou une substance peut être non génotoxique, mais présenter
un potentiel reprotoxique ou hématotoxique, immunotoxique, etc. Donc, c'est autant de mélanges à tester dans autant de systèmes d'essai. Un point capital qu'on a abordé est la pertinence du ou des modèles utilisés. En outre, il est nécessaire d'utiliser des modèles parfaitement caractérisés, dont l'interprétation est maîtrisée et, si possible, transposable au vivo. Dans tous les cas, en amont de ce type de recherche, il faut évaluer la pertinence de la recherche d'effets combinés. Pourquoi est-ce qu'on veut rechercher des effets combinés? En effet, les données actuellement sur les substances isolées sont déjà parfois source d'incertitude et de variabilité. Et pour conclure, il ne faudrait pas ajouter de l'incertitude aux incertitudes. Je vous remercie pour votre attention.